Salut les devins, c'est Saikyo. Vous avez été relativement nombreux suite au dernier et au récent chapitre de Dragon Ball Super jusqu'au 76 inclus à me poser une seule et même question, ou en tout cas presque quasiment la même question, concernant l'opposition entre Vegeta Ultra Ego Wagamama no Gokui face à Goku Ultra Instinct Migate no Gokui. Qui est le plus puissant, ou alors une autre version de cette même question, un petit peu plus affinée à mon sens, en me demandant qui est le meilleur des deux. Car en effet, la puissance brute ne fait pas tout, et se demander lequel des deux est le meilleur au combat ou lequel des deux gagnerait en combat singulier englobe beaucoup plus de caractéristiques. C'est pour cela que j'apprécie un petit peu plus cette variante de la question. En tout cas, nul doute que l'on tourne autour du même pot, et je vais essayer de répondre à cette question-là. Aujourd'hui, début octobre 2021, nous n'avons pas de réponse officielle à ce sujet. Dans l'œuvre Dragon Ball Super, personne n'a fait la mention de la comparaison. Officiellement en interview non plus, donc le mystère plane. Mais je vais essayer aujourd'hui de vous apporter mon analyse sur le sujet et de soulever toutes les nuances qui, à mon sens, sont extrêmement importantes pour y voir plus clair. Comme vous l'aurez remarqué grâce aux messages que je vous ai laissés sur mon onglet communauté YouTube ou ma page Twitter ou en début de ma dernière vidéo sur Bleach, je suis de retour sur YouTube, il y a une petite période de latence suite à quelques problèmes, donc si je pouvais avoir votre soutien, c'est rare que je le demande en début de vidéo, mais pour cette fois-ci, exceptionnellement pour me relancer sur YouTube, je vous le demande, un maximum de pouces bleus, histoire que ma chaîne YouTube reprenne vie au sein de l'algorithme de YouTube. En tout cas, je vous en serai extrêmement reconnaissant. Et bien sûr, ce pouce bleu est soumis au fait que vous ayez apprécié la vidéo qui suit. Alors, concernant cette opposition du Vegeta Wagamama au Migate no Gokui de Son Goku, la première chose, et la plus importante sûrement de toutes que je voudrais mettre en lumière, c'est qu'il est extrêmement difficile de comparer les deux aujourd'hui, car Vegeta vient tout juste de l'obtenir, tandis que Goku, lui, l'a depuis un moment, depuis des mois et des mois dans l'œuvre DBS, ce qui équivaut à des années pour nous en temps réel, et il le perfectionne depuis un moment, il s'y entraîne, et il a même franchi plusieurs étapes. Vous vous rappelez bel et bien de la version non maîtrisée, et de la version que l'on appelle entre guillemets maîtrisée, mais qui ne l'est pas vraiment, aux cheveux argentés. Et il y a fort à parier que le Wagamama tout fraîchement acquis de Vegeta est comparable au stade des prémices de l'Ultra Instinct de Son Goku. Et l'on sait tous que cette forme de Son Goku en Ultra Instinct, elle était super impressionnante, mais elle est extrêmement loin en tout point de la forme argentée. Et on sait que cette forme que je viens de citer, blanchâtre, a elle-même beaucoup évolué. Même si l'aspect physique n'évolue plus depuis un moment pour Son Goku, son pouvoir avec cette forme-là de transformation de technique d'Ultra Instinct a quand même pas mal évolué, avec divers combats, comme face à Jiren, Broly, Moro, désormais Granola, mais aussi ses divers entraînements, Merus, Whis. Donc en fait, j'ai presque envie de dire que l'on compare l'incomparable. Deux stades d'évolution, pour des techniques, pour des maîtrises. On parle ici en japonais de Gokui, donc de maîtrise, une fois traduit en français, mais qui ne sont pas dans les mêmes stades d'évolution. Mais je me suis dit que malgré tout, si l'on garde en tête tout au long de l'analyse qui va suivre, tout au long de nos échanges par la suite en zone commentaire, cette pondération sur le fait que les deux n'en sont pas au même stade d'apprentissage de leur nouvelle maîtrise, eh bien que l'on pourrait en tirer des conclusions assez intéressantes. C'est en venant alors pondérer cet incomparable que je me suis dit que cela pourrait prendre une tournure intéressante, aussi bien à l'avantage de Son Goku que de Vegeta. Du coup, vérifions cela. Du côté du Wagamama de l'Ultra Ego, j'ai dénoté quelques avantages et quelques contraintes. Le but n'est pas de toutes les dénoter, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous en avez d'autres à me proposer en zone commentaire. Le but pour moi ici étant de vous partager celles et ceux qui m'ont le plus touché, en tout cas ceux que j'ai le plus remarqué au gré de mes visionnages de l'animé et surtout de mes lectures du manga. Alors du côté de l'Ultra Ego, en matière d'avantages, je lui attribue une puissance brute qui me paraît, avec pourtant un stade de maîtrise inférieur, comme on l'a dit il y a quelques instants, supérieur à l'Ultra Instinct. Et même si ce pouvoir est naissant chez Vegeta, ceci a une explication, le fait que sa puissance puisse dépasser celui de Goku Ultra Instinct. C'est tout simplement car le Wagamama de Vegeta ne cesse d'évoluer et n'a de limite que l'esprit combatif de son utilisateur. À l'instar de la colère d'un Hulk qui peut grandir à l'infini et booster sa puissance à l'infini, l'esprit combatif de Vegeta lui aussi peut grandir à l'infini et décupler de manière tout aussi exponentielle sa puissance. Comme autre avantage, j'ai aussi trouvé le fait que c'était beaucoup plus proche que le Migate de la nature Saiyan, de la nature plutôt barbare, combative, conquérante. Également, je me suis dit grâce à la fin du chapitre 75 que l'Ultra Ego permettait probablement d'accéder au Hakai. En tout cas, avant même d'accéder à l'Ultra Ego, Vegeta s'entraîne au Hakai. Et à la fin du 75, juste avant d'éveiller le power-up de Granola, il y a une énorme sphère d'énergie qui nous fait penser à l'énergie de la destruction. On se languit de la voir une fois qu'il y aura la full color officielle de Dragon Ball Super, mais bon, on a quand même tendance à trouver qu'elle peut ressembler à de la matière destructive, et surtout Vegeta dit qu'elle détruira absolument tout ce qu'elle touche sur son passage.
C'est clairement la définition du Hakai. Toujours du côté des points positifs, j'ai aussi noté le fait que le Wagamama permet de se battre en mettant ses barrières psychologiques de côté. Après tout, le Wagamama en japonais, ça veut dire n'en faire qu'à sa tête. Donc il n'y a pas de remords, pas de regrets, ni de tiraillements liés au passé qui vont venir freiner une certaine action présente. Et en plus, en comparaison de l'Ultra Instinct, la durée d'utilisation du Wagamama est assez conséquente. En fait, il peut durer ad vitam aeternam du moment où Vegeta arrive à encaisser suffisamment de coups. Justement, en parlant de coups, passons du côté des contraintes. Et bien même s'il n'y a pas vraiment de problème d'endurance, même si sa puissance n'a pas réellement de limite si ce n'est celle de son esprit combatif, et bien pour stimuler son esprit combatif, au-delà en tout cas de ses limites naturelles, à ce jour, Vegeta n'a trouvé qu'une seule solution, qui est celle d'encaisser un maximum de dégâts. Sauf que l'Ultra Ego n'a pas pour vocation ni pour propriété de rendre Vegeta invincible ou insensible à la douleur. C'est alors qu'à force d'encaisser, il peut subir un chaos. Il faudra alors que Vegeta s'inspire de Beerus, qui n'a pas forcément besoin de recevoir tant de dommages que cela pour se stimuler, afin de trouver une solution qui permettra d'éveiller de plus en plus son esprit combatif et de faire monter sa puissance sans avoir à recevoir autant de coups. Mais pour le moment, c'est une contrainte. Et une contrainte qui n'est pas des moindres. Le Wagamama no Gokui, de par cette définition que je viens de proposer, défavorise totalement l'esquive. Si l'on veut stimuler son esprit combatif, on doit recevoir des coups, on ne peut alors par définition pas échapper à ces derniers. Le corps et les points vitaux sont alors délibérément mis en danger. Et de fait, autre contrainte que j'ai trouvée, il y a le manque de technicité. Il y a une perte de qualité en fait dans les mouvements, en matière d'esquive, de points d'appui, de contre-attaque et des autres déplacements du genre. Certes, Vegeta se déplace d'une manière très impressionnante parce que sa vitesse et sa puissance sont boostées. Quand je parle de booster, le mot est peut-être faible parce que ce que Vegeta peut proposer face à un Granola qui n'est pas en forme de clone et avec sa pleine puissance est absolument remarquable, mais ce sont des mouvements relativement basiques que se permet de faire Vegeta qui n'ont pas cette particularité, cette souplesse, cette légèreté que le Migate no Gokui peut proposer. En parlant de ce fameux Migate, eh bien regardons un petit peu ce qu'il peut proposer à mes yeux en tant qu'avantage et qu'inconvénient. Du côté des bons points, il y a les mouvements de Son Goku lorsqu'il l'utilise qui frôlent la perfection. En ce sens, il est capable d'esquiver un maximum de coups, et donc contrairement à Vegeta, il n'est pas dans l'encaissement. Mais aussi, grâce à sa dextérité, grâce à sa capacité à trouver des failles en son adversaire, il peut placer un maximum de coups. Le Migate no Gokui est entre autres une maîtrise des mouvements par son utilisateur, mais c'est aussi à mes yeux une maîtrise accrue du ki, comme on aura pu le voir avec le fameux colosse de ki face à Moro. Même si je le souligne, il aura quand même fallu pour lui donner naissance un apport grâce à la fission spirituelle de Vegeta, avec l'énergie de Oob et de beaucoup d'autres guerriers. Mais malgré tout, c'était une possibilité pour Son Goku. Matérialiser son ki pour que celui-ci puisse venir se battre. Du côté des inconvénients, eh bien je vous ai dit que Son Goku peut placer beaucoup de coups à son adversaire, mais je trouve, honnêtement, surtout, comme je l'ai dit en début de vidéo, pour un Son Goku qui se maîtrise beaucoup mieux que Vegeta Wagamama qui vient tout juste de l'obtenir, que même si le power-up en termes de puissance brute est existant et il est plus que perceptible chez Son Goku Ultra Instinct maîtrisé, il semble tout de même moins conséquent, du moins moins impressionnant que celui du Wagamama. Et si je devais rapporter à quelque chose d'équivalent au Wagamama actuel de Vegeta, en prenant les prémices de l'Ultra Instinct, je vous dirais que le boost de puissance est nettement inférieur à celui de l'Ultra Ego. Toujours du côté des points négatifs, l'Ultra Instinct prend des années à être maîtrisé correctement, car de base c'est une technique d'ange, et la ramener à un mortel relève presque de l'impossible. Toujours dans ce même listing, je dirais que c'est extrêmement complexe pour Son Goku de le combiner à des transformations Saiyan classiques. Tout comme c'est complexe aussi de ne pas faire l'amalgame et l'erreur, comme le dit Whis, d'utiliser l'Ultra Instinct en tant que transformation. Ça, c'est la base du nouvel entraînement de Whis, et Goku n'est toujours pas arrivé à maturité sur ce point. Il y a quelque chose aussi face auquel Son Goku essaie de se battre un maximum et de résoudre cette tare au sein de sa maîtrise du Migate, c'est son problème d'endurance et de stamina. Même si Goku ne reçoit aucun coup, même s'il ne doit pas encaisser, le simple fait d'utiliser cette technique fait en sorte qu'il s'épuise. Donc dès qu'il l'active, il y a une forme d'obsolescence programmée. En tout cas, il y a une durée programmée à l'utilisation de cette technique et il ne peut pas l'outrepasser. Alors que pourtant, une technique est faite pour être utilisée à volonté du moment où son utilisateur tient toujours debout sur ses deux pieds et qu'il a suffisamment de ki pour la mener à bien. Alors une fois cet état des lieux fait des deux côtés, je vous dirai qu'en l'état, avec un Vegeta qui vient tout juste de débloquer l'Ultra Ego et un Goku qui a une bien meilleure maîtrise de son Migate, l'avantage est du côté de Son Goku. Bien moins dangereux, une exposition beaucoup plus faible,
Possibilité bien que limitée de le mixer à ses transformations classiques, donc une possibilité de niveler l'Ultra Instinct et de ne pas taper directement dans son endurance, d'avoir un dernier recours avec la forme aux cheveux blancs et d'avoir donc des paliers au milieu, chose que Vegeta ne peut pas faire, et bien que Goku ne développe pas autant de puissance brute a priori que Vegeta ou Wagamama, eh bien, à force, il peut venir à bout de son adversaire, à force d'esquiver et de l'avoir à l'usure. Et là, je parle bien sûr d'un adversaire qui en vaut la peine, comme Granola ayant fait le vœu de devenir le plus puissant de l'univers. Face à un adversaire qui est moins puissant que cela, ce n'est plus qu'une formalité pour Son Goku d'en arriver à ses fins. Mais je pense qu'il faut relativiser beaucoup de choses. La première étant de ne pas oublier d'où nous venons dans cette analyse-là, en se disant que Son Goku et Vegeta n'ont pas pris la ligne de départ au même moment. Goku est dans ce délire de maîtrise du Migate depuis bien plus longtemps, et donc, lorsque Vegeta aura évolué vers une maîtrise similaire à celle d'aujourd'hui de Son Goku, on pourrait imaginer à ce que les avantages et les contraintes des deux s'équilibrent et qu'une forme d'égalité existe entre les deux. Autre forme de pondération du sujet, c'est pourquoi alors, si l'Ultra Instinct actuel de Son Goku est meilleur et plus efficace que le Wagamama de Vegeta, pourquoi est-ce que c'est Vegeta qui a tiré son épingle du jeu face à Granola et non pas Son Goku? Même si les deux ont perdu, c'est quand même Vegeta qui est allé beaucoup plus loin face à Granola, on est tous d'accord. Eh bien, je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, le fait que Son Goku essayait depuis un petit moment de mixer son Ultra Instinct depuis le début de ce combat face à Granola avec ses transformations de base, avec le God ou encore le Blue, avec la forme de base, etc. Donc ça a dû consommer de l'endurance. Ensuite, il y a eu l'effet de surprise à cause du clone, un double effet de surprise. Il y a un effet de surprise sur plusieurs aspects. Déjà, avec le fait que la réelle menace n'était pas en face d'eux car c'était qu'un clone, le fait que le vrai Granola s'est présenté en utilisant une ouverture que Goku aurait laissée car il était focalisé sur le clone qu'il considérait comme l'original Granola, car personne ne pouvait suspecter que c'était un clone, mais aussi car le Granola final, non cloné, est extrêmement plus puissant que le clone. Lorsque l'on assemble tous ces éléments, cela donne de gros avantages à Granola. Mais aussi, Granola venait de dire quelque chose de très important, lorsque Goku était en Ultra Instinct maîtrisé qu'il avait utilisé pour se défaire du clone, c'est qu'il remarquait que Goku était en train de s'affaiblir. C'est-à-dire que son endurance, que j'ai soulevée dans ses inconvénients, était en train d'arriver à son terme. Donc Granola a frappé avec sa forme maximale au meilleur moment, en fait. C'est pour ça qu'il est venu à bout de Goku Ultra Instinct. Et s'il s'était présenté avec sa forme maximale dès le départ, que Son Goku n'avait pas préutilisé l'Ultra Instinct en le mixant à d'autres formes, et qu'il utilisait directement son dernier recours, il aurait eu quelques minutes devant lui supplémentaires pour tenter de venir à bout de Granola, mais je pense que l'issue aurait quand même été similaire étant donné que Granola pu s'éveiller à nouveau power-up avec l'éveil de son deuxième œil, comme vous l'avez tous vu, fin de chapitre 75, début du 76. Vegeta a pu tenir si longtemps face à Granola, premièrement parce que les réserves d'énergie de Granola ne sont pas illimitées, vous l'avez vu en chapitre 76, il commence à s'épuiser, donc Vegeta est sûrement arrivé à un moment où Granola était peut-être à 90% au lieu de 100%, quelque chose comme ça. Ce n'est que 10%, mais c'est une forme d'avantage pour Vegeta, parce que Vegeta a lui aussi eu une forme d'effet de surprise, parce que Vegeta a eu l'ascendant psychologique sur Granola. Je disais en début de vidéo que l'aspect force brute, puissance brute ne garantit pas la victoire pour un combattant, et là c'était clairement le cas. On l'avait vu avec Vegeta SCJ Blue, qui était déjà capable de mettre à mal Granola d'une certaine manière, car il prenait de plus en plus cet ascendant psychologique, et en Wagamama ça n'a fait que s'accentuer, plus Vegeta s'est donné les moyens en matière de puissance de lui résister, voire de le dépasser, ce qui a permis à Vegeta de mener de belles actions face à Granola, mais encore une fois on en arrive au même point de raisonnement, avec le pouvoir latent, encore une fois caché de Granola, ce fameux deuxième œil, qui dans tous les cas serait venu à bout soit de Goku, soit de Vegeta. Ensuite, autre point que je voulais aborder avec vous en cette fin de vidéo, je pense que pour le bien du scénario, les deux personnages, Son Goku et Vegeta, devraient s'équilibrer, et que à terme, on ne devra plus forcément raisonner en termes de qui est le plus puissant, qui est le meilleur entre les deux, mais plutôt qui est le plus efficace face à une menace commune. Ici, face à Granola, dans ce contexte précis que je viens de définir, Vegeta était le plus pertinent à se battre face à Granola. Peut-être qu'ensuite, face à un nouveau méchant, face à Gas, des Eater qui va évoluer, ou n'importe lequel des ennemis possibles de l'arc, Goku redeviendra un meilleur choix, alors qu'il aura peut-être même pas évolué depuis. Mais le contexte et la situation fera que Goku pourra faire quelque chose auquel Vegeta n'aurait pas pensé, dont Vegeta n'est pas capable. Donc je pense vraiment qu'il y a de plus en plus une notion de complémentarité entre les deux, et d'équilibrage. Donc à terme, si on veut quand même faire un petit peu les forceurs en se demandant qui est le meilleur, je pense qu'on va avoir de plus en plus une égalité. Et là où on pourra les départager, c'est qui peut faire quelque chose à ce moment-là de l'arc
et qui pourra faire quelque chose lors de l'acte final de l'arc, comme ça a été dans le combat face à Moro. Et même si on regarde bien ce combat-là, Goku n'aurait jamais pu gagner sans Vegeta et sa fission spirituelle, et Vegeta, seulement armé de sa fission spirituelle, n'aurait rien pu faire sans les assauts de Goku Ultra Instinct. Encore une fois, la notion d'équilibre entre les deux est au centre, même du point d'orgue d'un arc. Malgré tout, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, à date du tout début du mois d'octobre 2021, le Wagamama no Gokui semble nettement plus prometteur que l'Ultra Instinct de Goku, parce que si on arrive à avoir un second niveau de maîtrise similaire aux cheveux blancs de Goku, plus une forme d'atténuation des problèmes que j'ai pu citer précédemment du Wagamama en trouvant une autre manière de stimuler son état d'esprit combatif, etc., Vegeta peut réellement devenir un bulldozer en fait en matière de combattant, et même une quelconque forme de maîtrise des mouvements perfectionnés tels que celle de Son Goku et qu'il a acquise depuis les anges. Mais bon, il faut aussi se rappeler qu'il a des enjeux scénaristiques et pourquoi pas aussi commerciaux. Scénaristiques, car Son Goku est le héros de Dragon Ball, il est le héros de Dragon Ball Super également, que cela nous plaise ou non, il est donc voué à finir en tant que meilleur combattant que Vegeta. Autre point que je souhaiterais ajouter, c'est que si Vegeta nous a semblé nettement plus prometteur que Son Goku avec le Wagamama, c'est peut-être pour une vocation commerciale différée. C'est un terme que je viens d'inventer, mais on va se comprendre très facilement. Sur la base du manga, il n'y a pas de figurines, il n'y a pas de cartes, quoi que ce soit. On se doute bien malgré tout, que cela soit par le film Dragon Ball Super Hero 2022, que cela soit par peut-être un jour l'adaptation animée, par Super Dragon Ball Heroes ou d'autres choses, un jour ou l'autre, le Wagamama et le Migate vont avoir de plus amples adaptations animées. Et donc lui fournir au Wagamama un grand moment de mise en lumière, quitte à faire paraître l'Ultra Instinct, les prémices de l'Ultra Instinct un petit peu ridicules en comparaison d'une première forme de maîtrise, permettrait de générer plus de ventes autour d'une nouvelle forme. Pour conclure définitivement sur ce sujet, j'aimerais répondre également à une autre de vos questions, et je vous remercie vraiment quand vous me proposez des idées, des réflexions ou alors des remarques. J'y ai déjà répondu, mais je vais le faire une autre fois ici, à savoir l'opposition entre technique d'ange et Akaishin. On sait tous que les anges sont meilleurs que les Akaishin, donc le Migate no Gokui devrait être par définition meilleur que le Wagamama no Gokui. J'ai envie de vous dire que oui, mais en soi, pourquoi est-ce que le Migate est meilleur que le Wagamama? Est-ce parce que la technique est meilleure, ou est-ce parce que l'utilisateur est meilleur? Je pense que c'est vraiment le deuxième point qui est la bonne réponse. Si les anges maniant l'Ultra Instinct sont meilleurs que les Akaishin qui manient le Wagamama ou en tout cas leur technique d'Akaishin, c'est tout simplement parce qu'ils sont des anges et que par nature, par essence et de par leur propre vie, ils sont voués à devenir meilleurs. Tandis que les Akaishin, on sait que certains d'entre eux étaient des mortels de base. Pour les autres, le mystère plane, même si on peut théoriser sur le fait qu'ils étaient tous des mortels, donc déjà, ça change concrètement la donne. Il y a du divin, de l'angélique par naissance, et du divin côté Akaishin, qu'il est devenu au fil de sa vie. Donc c'est pas du tout la même chose, il y a un côté pur et un côté impur si vous voulez. Ce qui me mène à penser qu'une fois ramené à des mortels, qui plus est à des mortels similaires, Goku et Vegeta sont très similaires. Si on enlève le fait que Goku est le héros et Vegeta ne l'est pas, en soi, ils sont des Saiyans avec un potentiel très ressemblant. D'ailleurs, lorsque l'un atteint un palier, généralement l'autre ne va pas tarder à le rattraper ou à le dépasser. Eh bien, je pense que dans ce contexte-là, ça ne veut plus dire grand-chose, technique d'ange ou d'Akaishin. On constate même que la technique du Akaishin, le Wagamama, paraît plus adaptée au sang bouillonnant des Saiyans. Comme quoi, quelque chose qui sur le papier peut être plus terrifiant, plus puissant, plus efficace, peut être moins adapté selon la personne et le contexte auquel on le confronte. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que l'on organise une course, on prend deux personnes. La première personne, on lui fournit une Formule 1 de professionnel et à l'autre une voiture tout à fait classique. Eh bien, il y a grand moyen que la personne avec une voiture lambda remporte la course, car l'autre personne munie de la Formule 1 ne saura pas manier cela, va sûrement avoir des problématiques au niveau de la maîtrise des virages, de la prise de vitesse, etc. Et il ne saura tout simplement pas gérer un véhicule si atypique. Mais si jamais, au fil du temps et à force de s'y essayer, il maîtrise ce véhicule, il pourrait alors dépasser tout entendement en matière de conducteur et de pilote. Et je pense que c'est un petit peu comme ça en fait qu'il faut le visionner pour le Wagamama et le Migate no Gokui. Au final, le Wagamama semble plus adapté pour des mortels et en plus particulier pour des Saiyans. Et si l'on rationalise, comme je l'ai dit, tout cela au niveau donc des mortels, de personnages mortels, on comprend qu'il y a alors une forme d'équilibre qui peut se créer entre les deux techniques dont j'ai traité tout au long de cette vidéo. Eh bien mes très chers devins, n'hésitez pas à me partager en zone commentaire tout ce que vous en avez pensé, peut-être que vous êtes totalement d'accord, peut-être pas du tout, ou alors peut-être que vous voulez nuancer certains points, n'hésitez pas à le faire, la zone commentaire vous est ouverte, je viendrai tous vous y lire et vous répondre un maximum qu'il m'est possible. Merci vraiment pour tout, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche des notifications, prenez tous alors extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.